C'est moi, Harry Lime, avec encore une histoire. Une histoire comme ça, qui se passe dans un train entre Istanbul et Belgrade, avec l'inévitable voyageuse inconnue, mystérieuse et voilée, une valise bourrée de fric qui se volatilise en cours de route et une médaille qu'on me colle à l'arrivée. Et voici Dans la poche, le 5e épisode des aventures de Harry Lime. Harry Lime, le gentleman gangster. Harry Lime, le roi des truands. Harry Lime, le 3e homme. La foule hurle. Sur la place principale de la ville, une estrade a été élevée. Le général Tartampionovitch, impossible de me souvenir de son nom, est enfin venu à bout d'un discours interminable. Vous avez de la chance d'y avoir coupé. La foule applaudit frénétiquement. Et à qui font-ils cette ovation? À votre petit copain Harry Lime soi-même. Et dans un instant, ils vont le décorer, avec encore un petit rabiot de discours, car ici, pour le blablabla, ils ne craignent personne. Les discours vous font une belle jambe, et la médaille seule vous intéresse. Mais j'y arrive. On y va? Les gens prennent un malin plaisir à se méprendre sur mon compte. Vous ne pouvez pas imaginer les ignobles mensonges qu'ils propagent. C'est vrai que les titres des journaux vous en donnent une petite idée. Pas un mot de vrai, vous vous en doutez. Et pour l'épreuve, vous repasserez. Remarquez, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis un type dans le genre de Saint-François d'Assise, mais le style Robin des Bois ne me fait pas peur. Vous savez, le gars qui vole le riche au profit du pauvre. Eh, d'accord, le pauvre et moi, on ne fait qu'un, mais... j'y peux rien, je ne connais pas de cas plus digne d'attention que le mien. Par exemple, ne croyez-vous pas que je vaux mieux que le traitement dont j'étais l'objet à Istanbul lorsqu'on m'a botté le derrière en me priant d'aller me faire pendre ailleurs? Je vous fais juge. C'est pas un moyen d'attirer les touristes à dollars. Chez les Yougos, au moins, on m'a dédommagé avec une médaille. Comment? Vous allez le savoir. L'Orient Express relie Istanbul à Paris en traversant les Balkans. J'avais pris un billet complet, histoire de mettre une certaine distance entre la Turquie et moi. C'est un train célèbre, aussi célèbre que le Scottish Flyer, le train bleu, le Chief, le 20th Century ou le Transsibérien. À la mauvaise époque de l'avant-guerre, l'Orient Express, surtout jusqu'à Athènes, s'arrêtait à tout bout de champ. La voie était encombrée d'animaux sauvages, un vrai cirque. C'était une sorte d'arène où l'on trouvait des toques d'astracan, des cols de velours, des barbes de sapeurs et des moustaches de grenadiers aussi longues que des cornes de bœuf. Et toujours, bien entendu, des femmes mystérieuses, voilées, qui donnaient aux soirées balkaniques un parfum de 1001 nuits. À notre triste époque, dans le cas où vous avez des compagnons de voyage, vous ne pouvez guère espérer mieux que des visages rompant simplement la monotonie du paysage. Prenez mon cousin, par exemple. C'était un petit grec dont le vêtement paraissait emprunté à un dessin de Dubout. Son visage, si on pouvait appeler ça un visage, était une espèce de germe s'élevant de quelques centimètres au nord de son cou. Seuls ses yeux permettaient de repérer de quel côté était son front. Ses yeux, disons plutôt deux groseilles noires, flottant dans un jus de citron. Au demeurant, le plus horrible compagnon de voyage qui se puisse choisir. Et une personnalité aussi attachante qu'une chic de chewing-gum mâchée depuis 3 jours. Vous allez vous dîner, monsieur? Et quoi? Je demandais, monsieur, s'il mangeait nourriture sur le train. Eh oui, il me semble. C'est dommage, ou plutôt, je dirais, c'est une faute. J'avais une belle sœur, monsieur.
Une femme de grande force de caractère, bien mariée, pas jeune. Elle a dîné sur ce train. Ah ouais? Ah oui, monsieur, ma belle-sœur a mangé un repas sur ce train. Et alors? Elle est morte. Empoisonné? Non, elle est tombée d'un bateau d'excursion sur le Bosphore, elle s'est noyée. Elle avait attrapé des aigreurs, monsieur. C'est un mal épouvantable. Ça vous fait voir la vie en noir. Elle est continuellement en état de désespoir. Il ne faut jamais désespérer, n'est-ce pas, monsieur? Nous devons toujours nous souvenir que la vie est un bienfait. Ouais, évidemment, mais excusez-moi, j'ai faim. Ma belle-sœur a mangé sur le train, monsieur. Vous me l'avez déjà dit. Résultat, Des aigreurs d'estomac, parfait. Mais j'aime vivre dangereusement. les aigreurs ont augmenté, monsieur. J'ai toujours considéré que le wagon-lit de l'Orient Express était responsable. Sophie a été leur victime. Sophie, c'était ma belle-sœur, c'était son nom, monsieur. Mais, cher monsieur, tout ce que vous m'apprenez est passionnant, mais si je ne vais pas tout de suite au wagon-restaurant, je ne trouverai plus de table. Le garde-fou, il était desserré sur le bateau d'excursion. Elle s'est appuyée sur lui. Sophie était une femme forte. Et le garde-fou, il est parti. Alors elle est tombée dans le Bosphore. J'ai toujours considéré, monsieur, que Sophie s'était appuyée sur ce garde-fou dans une crise d'aigreur. La direction des wagons-lits de l'Orient Express aura toujours sur sa conscience la triste fin de ma belle-sœur. J'en dirai un mot au maître d'hôtel. Un moment, monsieur. À propos, je me présente. Mon nom est Statakopoulos. Mais- J'ai ici un saucisson. Eh bien, tant mieux pour vous, monsieur Statakopoulos. Mais ne commencez surtout pas à me raconter la vie de ce saucisson, je suis pressé. J'ai aussi des poissons frits et du pain. Les beaux oignons que voici. Et une bouteille de vin grec. Doux, mais fort, monsieur. Ah, je vous supplie de ne pas oublier le triste destin de ma belle-sœur et de vous joindre à moi pour partager ce frugal repas. Vraiment, cher monsieur, c'est très gentil à vous, mais... Complet pour le premier service, complet. Dois-tu réserver des places pour le second service? Dans combien de temps? Pas avant une petite heure, monsieur. Oh, mon Dieu. Non, merci. Non. Nous mangerons dans notre compartiment. Bien, monsieur. Bon, enfin, Nous allons organiser notre petit pique-nique. Ça sera très chic et très gai. Je vous en prie, monsieur, vous me ferez le grand honneur de votre conversation. non. Pour commencer, une rondelle de salami. Heureusement, ainsi que M. Statakopoulos l'avait promis, le vin de son pays, malgré son vague goût de mélasse parfumée au sirop pectoral, vaut rétamer son homme en 2 coups de cuillère à peau. J'en bus très peu, et il en avala une bonne goulée. Très vite, le plus opiniâtre moulin à parole de Grèce commença à s'enrayer. Oh, vous êtes un type épatant, monsieur Lime. C'est bien ça votre nom, n'est-ce pas? Bon, appelez-moi Harry. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, cher monsieur, je vais éteindre, hein, et vous allez dormir. Oh non. Oh, je n'ai pas sommeil. Merci, monsieur Lime. Oh, vraiment. Surtout n'allez pas croire que je n'ai pas confiance en vous. Ah, mais de toute façon, je ne dormirai pas. Je ne vois pas ce que votre confiance vient faire ici. J'ai confiance en vous, Harry. Pleine et entière confiance. Pardon. Oh, je vous en prie. Vous êtes très aimable, Harry. Je vous aime bien, mais j'ai le hoquet. Encore un coup de vin, ça vous passera. Ah, bonne idée. Je crois même que j'ai un petit commencement d'aigreur. Le vin est un remède radical. Espérons-le. Pourtant, ça ne paraît pas. Faites-moi penser à vous dire ce qu'il est arrivé à ma belle-sœur. Je ne pense qu'à ça. Il y a encore une petite goutte de vin dans la bouteille tout au fond. Je vous la laisse, mon cher. Oh, si vous insistez, c'est une toute petite goutte. À la bonne vôtre. Chin chin. Excusez-moi. Maintenant qu'il n'y a plus de vin, on va parler. Non, je crois qu'il vaut mieux éteindre et faire un très gentil dodo. Éteindre? Oh, non, jamais. Oh, ne faites pas ça. Non. Laissez tout allumé. Et pourquoi donc, mon cher? Si vous éteignez, il fera nuit. L'obscurité vous fait peur? Non, je n'ai pas peur, mais quand il fait nuit, les petits couvercles de mes yeux, ils se ferment.
Et quand les petits couvercles sont fermés, alors je m'endors. Un grand bien vous fasse, mon cher. Dites-moi la vérité, Harry. Si vous aviez 4 millions dans votre poche, vous dormiriez? J'ai plus que ça. Plus de 4 millions? Oui, beaucoup plus. Et ça ne m'empêchera pas de ronfler. Beaucoup plus? Combien beaucoup plus? 50 millions. 50 millions? Bien sûr, bien sûr. Merci encore pour le pique-nique et réveillez-moi quand nous arriverons à Belgrade. Hein. Bonne nuit. Je fis semblant de dormir. Ma larve de petit ami se mit sérieusement à me surveiller. Je l'observais du coin de l'œil et simulais des ronflements sonores. J'espérais que le vin aurait raison de lui et qu'il s'assoupirait. Pas question. J'étais exaspéré. Je l'aurais volontiers tué. Harry, réveillez-vous. Quoi? Nous approchons de la frontière. Comment allez-vous déclarer votre argent au douanier? Je déclarerai rien du tout. Ça c'est malin. Je vais faire comme vous. Il fouille rarement et ça va sûrement marcher. Pardonnez-moi de vous avoir réveillé, mais je suis tellement nerveux. Vous n'avez pas l'habitude de trimballer tout ce truc? Tout juste. D'habitude, je verse mon argent à la banque, mais cette fois, je devrais peut-être pas vous dire, mais je vois que vous êtes un type régulier. Cette fois, j'ai fait, comment dites-vous, un malheur au marché noir et les autorités... N'en faites donc pas, mon vieux. Ce genre de secret, j'en fais collection. Vous faites aussi du marché noir? Non, ma spécialité, c'est plutôt la fausse monnaie. La fausse monnaie? Vous savez bien comment ça se passe, mon cher. Nous faisons tous notre possible dans notre domaine pour aider l'Europe à se remettre sur pied. Les gens sont à court d'argent. Il suffit d'en imprimer pour que tout le monde soit content. Une sorte de... Comment appelez-vous ça? Une sorte de plan Marshall privé. Disons plutôt une petite ONU particulière. Mon imprimeur est polac. Mon technicien de filigrane vient de Roumanie. Et c'est un ancien spécialiste de la monnaie de Berlin qui grave mes plaques. Ajoutez un cerveau made in USA, un service de vente à l'américaine. Et pour une organisation, c'est une organisation. Tenez, regardez. Hein? Regardez ce spécimen. Regardez-le bien. C'est du grand art, hein? Comparez-moi ça avec le travail gouvernemental. Mauvais papier, impression baveuse, filigrane raté. Les Yougoslaves n'ont pas de quoi se vanter. Surtout à côté du mien, hein? Une vraie petite merveille. T'en êtes fier. Le public l'a tout de suite préféré au Fafi officiel. Ça ne m'étonne pas. Aussi, avec l'aide clandestine d'une autre bouteille de pousse au crime local, je finis par me convaincre de faire une petite affaire. Je cédais à monsieur Statakopoulos 20 millions de billets yougoslaves flambant neufs, beaux à croquer au quart de leur valeur. À condition toutefois, et ce n'était pas une condition négligeable, à condition que mon associé de Belgrade soit d'accord. Mais voyons, Harry, pourquoi ne le serait-il pas? Et parce que ses clients habituels attendent le stop. Mais Harry... Et voici ce que je vais faire. Au prochain arrêt, je descends et je téléphone à Belgrade. Si mon associé accepte, marché conclu. Au premier arrêt, je filais comme un oiseau chez le chef de gare. Oui, monsieur, je vous passe votre numéro tout de suite. J'étais assis près de la fenêtre et j'apercevais mon petit grec qui me surveillait de son compartiment. Je lui fis signe que ça marchait et il ricana comme s'il mangeait du citron. Voici votre numéro, monsieur. Merci. Police frontière, j'ai un tuyau pour vous. Et ne cherchez pas à savoir d'où il vient. Un faux monnayeur est installé dans le compartiment 25 de l'Orient Express. Je connais pas son nom, mais le numéro est exact, 25. Il transporte 50 millions de faux billets. En voiture, s'il vous plaît. Attention départ. Harry, j'avais peur que le train, vous l'aviez raté. Vous en faites pas, petite tête, Harry ne rate jamais rien. Alors, le marché conclu? C'est dans la poche. Dans quoi? Dans la poche. Sortez votre feuille qui en fait l'échange. Mon associé est d'accord, mais je dois m'arrêter à la prochaine station pour rencontrer un autre client. Allons-y.
D'accord, Harry. Voulez-vous que je les recompte? Non, vous fatiguez pas, posez-les là, sur la banquette. Je vais les faire défiler. Vous, pendant ce temps, vous vérifierez ma camelote. Oh les mains! Oh, la police! Mon argent! Qu'est-ce qu'ils disent, flic? Il dit oh les mains et ne touchez pas à ces faux billets. Ils ne sont pas à moi, je vous jure, ils ne sont pas à moi! Oh, pas la peine de me tenir en jour, hein, j'y touche pas, moi. Ils sont à lui, je vous jure, ils sont à lui! C'est vrai? Et un homme en imperméable avec un chapeau noir me les a donnés au dernier arrêt, il m'a dit que... Ils n'appartiennent donc pas à monsieur? Il a raison, ils ne sont pas à moi. Je suis un honnête commerçant. Je ne m'occupe pas de fausses monnaies. Je suis citoyen grec. J'insiste. Je suis protégé par le droit de mon pays. Fermez ça. Pas besoin de notes, cher monsieur, je vous suis, gentiment. La porte de la prison s'était à peine refermée sur moi que j'observais une minute de silence à la mémoire d'un certain petit commerçant grec, un imprudent qui devait maintenant se mordre les doigts de m'avoir parlé de ses 4 millions. Et je m'endormis du sommeil du juste. Et l'aube apparut enfin, et avec elle le suave parfum de la soupe aux choux, accompagnée de pain noir. Cher monsieur Lyme, je vous fais toutes mes excuses. En ma qualité de chef de la police, je tiens à vous exprimer mes regrets pour la déplorable erreur dont se sont rendus coupables nos gardes-frontières. Je vous en prie, cher monsieur, c'est moi qui regrette. Faut vous plaisanter. Quel type ces Américains. Toujours le sens de l'humour. L'argent aussi était un bon tour, n'est-ce pas? Non. Non? Oh. Naturellement, Belgrade nous a rapidement informé que vos billets étaient vrais. Mais comment nos gardes-frontières ont pu croire qu'ils étaient faux? Cela me confond. Et moi donc. Je vous présente toutes mes excuses. Ne vous tourmentez pas, cher monsieur, l'affaire est réglée. Laissons là cette soupe aux choux et allons faire un bon dîner. Vous êtes mon invité. Vous êtes un homme d'esprit, monsieur Lyme. Suivez-moi. Ne vous laissez pas raconter qu'on continue à la sauter en Europe. Il suffit de connaître les bons coins. J'ai eu l'ancienne suite royale dans le meilleur hôtel de la ville. Puis, je me suis offert un bal privé en compagnie du chef de la police et d'une ou deux célébrités locales. Des célébrités féminines, bien entendu. Oh, Harry, vous allez trop loin. Du champagne, Harry. Garçon, encore une bouteille, par personne. Oh, mon cher Harry. Embrasse-le, Nina. Oh, Harry. Vous avez vu? C'est comme ça qu'on les mène, les Européens. Je l'ai toujours dit. Traitez-les bien, ils vous rendront l'appareil. Et nous revoici dans l'Orient Express. Ce sont les 4 millions de M. Statakopoulos qui cette fois financent le voyage. Nous sommes débarrassés des souvenirs familiaux et du poisson frit de M. Statakopoulos. Et en revanche, nous partageons notre compartiment avec une fille ravissante, marinée dans le bandit de piguet et parée comme une frégate. Comme les grandes dames mystérieuses de la tradition, elle porte un voile. Un voile qui nous permet d'apprécier ce qu'il prétend cacher. J'étais en train de réfléchir au moyen de venir à bout du camouflage lorsqu'elle m'adressa la parole. Monsieur, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m'aider à prendre mon sac de voyage. Avec joie, Madame Legrand, dans le filet. S'il vous plaît, monsieur. Attention, il est lourd. Elle avait exagéré. Vieille habitude féminine. Il n'était pas lourd, ce sac. Il ne pesait pas davantage que mon propre sac qui contenait en tout et pour tout mon stock de millions papier et une brosse à dents. Je le couvais. Je ne le quittais pas des yeux un instant, pas même pour aider ma nouvelle amie à descendre son énorme bagage. Harry sait être galant avec les dames, mais Harry ne perd jamais le nord. C'est ridicule, mais j'ai toujours peur du tunnel. Faible femme que nous sommes. Oh, vous savez, il y a quelques semaines, on a assommé un consul américain dans un de ces tunnels, mais
Si vous n'appartenez pas au corps diplomatique, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Dans un tunnel, la vertu d'une jolie femme est toujours en danger. Mais je suis là pour vous protéger. À tout hasard, je m'appelle Harry Lime. Olga Rogojin. Mademoiselle ou madame? Mademoiselle. Tant mieux. Et vous allez à Belgrade? Un peu plus loin. C'est curieux comme ce trajet me paraît soudain plus intéressant. Buvons au plus agréable des voyages. Et ici, une petite bouteille de quelque chose d'assez spécial que m'a offert un chef de la police pour me remercier d'un petit service que je lui ai rendu. Un service? Oh, rien de politique. Tiens. Non, ne jamais se mouiller, c'est le seul moyen de vivre vieux. Nous trinquons tout de suite? Avec plaisir. Excusez-moi, y a-t-il une place de libre? Oui. Oh. Ah, puisque vous y êtes, autant vous asseoir. Oh, merci, monsieur. Pas ici, c'est mon sac. Oh, excusez-moi. Tant que j'avais été seul avec Olga Rogojin dans le compartiment, je n'avais pas remarqué cette discrète habitude de l'Orient Express de plonger ses passagers dans l'obscurité pendant la traversée d'un chapelet de tunnel. Maintenant que nous avions de la compagnie, je me sentais légèrement inquiet. À juste titre d'ailleurs, car à la sortie du tunnel, mon petit sac avait disparu. Non, je n'ai pas fait de scandale, ni tiré la sonnette d'alarme, enfin, pas encore. Je me contentais de regarder mes deux compagnons et de laisser travailler mon esprit. Ce qui me turlupinait, ce n'était pas tant qu'on ait fauché mon sac, non. C'était plutôt de savoir où il était passé. La portière était fermée, la porte aussi. Le filet à bagages était à portée de mes yeux. Ni lui ni elle ne pouvaient dissimuler mon sac sous leurs vêtements. Alors, sur la banquette. Je laissais tomber une pièce et me baissais pour la chercher. Je trouvais ma pièce, mais rien d'autre. Toujours pas mon sac. Le tunnel, il a fait l'air plutôt enfumé, n'est-ce pas? Peut-être vous ouvrirez la glace un peu, monsieur. Et peut-être, en effet. Régulièrement, ces foutues glaces doivent coulisser, mais il faut 3 Hercules et un palan pour en venir à bout. Peut-être l'autre monsieur peut vous aider. Non. Non? Je regrette, mais je suis aveugle. Oh. Le voyageur n'était dans plus danger. Aussi, tout en m'escrimant après la glace, j'observais le reflet de ma voyageuse dans la vitre. Je ne répéterai jamais assez que mon boulot est l'école de la patience. Il faut être patient, quitte à paraître ridicule de passer une demi-heure pour ouvrir une glace de train. À la fin, je fus récompensé, j'avais compris. Le grand sac, tout simplement. Mon petit sac était dans le grand. Bien joué. Je savais ce que j'avais à faire. À la sortie du tunnel, j'empoignerais le grand sac et reprendrais mon argent. Si la fille n'avait pas de feu, ce serait relativement facile, sinon... Et c'est bien ce que je craignais. Mais nous sortions du tunnel et une nouvelle surprise m'attendait. C'était au tour du grand sac d'avoir disparu. Et comment? Je vous le donne en 1000. Par la portière que j'avais si obligeamment ouverte pour Olga. Alors je n'avais plus d'autre ressource que cette bonne vieille sonnette d'alarme. Gottes Willen, was ist denn geschehen? Un Américain, il est tombé du train. Mais non, il a sauté, il s'enfuit. Pourquoi? Comment le savoir? C'est parce qu'il est américain? Mais les gardes du train le poursuivent. Ils vont le rattraper? C'est bien ce que je pensais. Les Yougos connaissaient leur tunnel. Malgré mon avance, ils me serraient de près. Et de toute façon, quelqu'un devait être près de moi. Tandis que je courais trébuché dans ce tunnel, une sale idée me traversa. Peut-être était-ce l'aveugle qui avait jeté le sac et abusé de son infirmité pour m'avoir. Au même instant, je trébuchais sur quelque chose et m'affalais. Ce n'était pas sur le sac que j'avais glissé. Ce n'était pas mon argent que mes doigts palpaient, mais un visage humain. Impossible de savoir qui c'était. Et c'était pas le moment de craquer une allumette. Les gardes du train n'étaient guère éloignés, il me fallait fuir. Et je m'arrêtais net car soudain, tout devenait clair. C'était le grec qui avait envoyé la dame au sac truqué pour récupérer son fric. Un complice attendait dans le tunnel pour ramasser le sac. Toute l'affaire avait été menée à la perfection. Un peu trop même. Le sac jeté par Olga, le complice l'avait attrapé en pleine poire. Il était KO. Et comment? Alors, pourquoi m'enfuir? Vous me le demandez. Ma sainte mère aurait dit, Harry, l'habitude est une seconde nature. Monsieur Lime! Allô, monsieur Lime!
Cette veine, c'était mon vieux copain, le chef de la police. Monsieur Lime, où êtes-vous? Ici! Et nous l'avons attrapé, monsieur Lime, venez. Que faire sinon être poli et obéir comme un petit garçon bien élevé? Monsieur Lime, je vous exprime notre admiration et notre gratitude pour cet étonnant témoignage de rapidité et de bravoure. Toutes nos félicitations aussi pour avoir maîtrisé un homme aussi redoutable, aussi dangereux que Leonov Drut. Drut, vous le connaissez? Si nous le connaissons, Monsieur Lime, c'est notre ennemi public numéro 1. Tout le monde le connaît. Un détail, s'il vous plaît. L'un de vos hommes avait-il retrouvé un sac de voyage? Oui, nous l'avons retrouvé. Un grand sac qui contient une fortune. Ah, Dieu soit béni. Pour ça, on a toutes les chances. L'argent était dans un sac plus petit enfermé dans le grand, n'est-ce pas? Ce sac... Curieux que vous soyez au courant, vraiment curieux. Que je sois au courant, mais enfin, ce sac... Merveilleux, absolument merveilleux. Je vous félicite doublement, monsieur. Merci, mais ce sac... Non seulement vous avez écrasé l'un des pires... Arrêtez, je ne l'ai pas exactement écrasé. Comprenez-moi, ce sac... Je comprends, hein. Ce sac appartenait à sa sœur. Sa sœur? Une femme très dangereuse. Une autre espionne, bien entendu. C'est une chance d'avoir pu intercepter cet argent destiné, vous le devinez, à financer le sabotage. Une minute. À propos de cet argent... Inutile, monsieur, nous comprenons parfaitement. Et les autorités compétentes ont déjà confisqué cet argent. Hein? Confisqué? Votre participation dans cette affaire sera mentionnée dans la citation. Mais quelle citation? Je vous parle de ce sac. Vous allez recevoir la récompense de vos glorieux efforts. Oui, et quoi donc? La plus haute décoration. Je vous parle d'une médaille, je vous dis que cet argent m'appartient. Comment? Vous m'avez parfaitement entendu, je vous dis que cet argent m'appartenait. Pardonnez ma franchise, monsieur, mais votre vénalité me surprend. Je m'en fous, moi je veux mon argent. Du reste, il n'y a pas d'alternative possible. Bon. Et quel doit être mon choix? Être officiellement décoré. C'était Dans la poche, le 5e épisode des aventures de Harry Lime, une émission d'Orson Welles, adaptée et traduite par Maurice Bessy. Harry Lime, Jean Servet. Statacopoulos, Frédéric Obradi. Le chef de gare, Robert Marcy. Le chef de la police, Michel Seldo. Le policier, Marcel Lestan. Grégor, Jacques Dufilot. Et Olga, Paul Emmanuel. Musique de sitar, écrite et interprétée par Anton Karas. Réalisation, Jean Chouquet.